France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF, votre rendez-vous de fin d'après-midi, tous les jours entre 16h et 18h, du lundi au vendredi, une seule radio. France Maghreb 2, plusieurs fréquences que vous pouvez d'ailleurs connaître au travers du site www.francemaghreb2.fr si toutefois vous partez en voyage et que vous souhaitez rester connecté à votre radio. Bien alors encore une bonne proposition à vous faire, celle de télécharger l'application France Maghreb 2 sur votre smartphone ou tablette et ainsi que rester connecté à votre radio quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. LGF avec pas mal de sujets de discussion évidemment, vous pourrez nous appeler au 01 40 33 9000 tout au long de cette émission pour réagir, répondre à la question du jour, réagir au sujet et surtout tout à l'heure en fin d'émission à Libertad. Eh bien nous allons ensemble démarrer cette émission avec le sommaire de ce mardi. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce 19 décembre. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum, le chef de la diplomatie libanaise a demandé au gouvernement l'établissement d'une ambassade du Liban à Jérusalem-Est en tant que capitale de la Palestine. La Turquie a exprimé la même intention, Jérusalem-Est bientôt capitale de la Palestine. Algérie, les habitants de Sétif, une ville de l'Est algérien, étaient sous le choc hier après qu'un homme ait défiguré à coups de marteau de burin la statue de la femme érigée à la fontaine Al-Fourara. Nous reviendrons sur cette affaire. France, depuis une semaine, les noms de Rokhaya Diallo et de Axiom ont agité les réseaux sociaux et la presse. Tous les deux ont été nommés, puis presque aussitôt évincés du Conseil national du numérique. La polémique désenfle à peine, retour sur une semaine de polémique. La question LGF du jour, 7 ans après le déclenchement de la révolution, la Tunisie est-elle un modèle pour le monde arabe? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui et à laquelle vous répondez sur la page Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Enfin et pour finir tout à l'heure, Libertad 01 40 33 9000. Comme à chaque fin d'émission, vous pourrez vous exprimer en toute liberté. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct cet après-midi jusqu'à 18h, votre talk de fin d'après-midi, votre rendez-vous durant lequel évidemment vous pouvez contacter la radio France Maghreb 2 01 40 33 9000 pour donner votre avis sur tous les sujets que l'on évoque ensemble, répondre par exemple à la question du jour que l'on vous pose et que je vous rappelle, 7 ans après la révolution, la Tunisie est-elle un modèle pour le monde arabe? Au vu de ce qui s'est passé, vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, tout comme d'ailleurs en nous appelant au 01 40 33 9000 qui est un peu ce qui est un peu d'ailleurs la question fil rouge du jour. Alors sur Facebook, tiens un petit tour pour vous dire que 23% des personnes interrogées ou plutôt des personnes qui ont répondu à cette question pensent que la Tunisie est un modèle contre 77% qui pensent que non, la Tunisie n'est pas un modèle pour le monde arabe au vu de ce qui s'est passé avec cette révolution 7 ans après, pratiquement jour pour jour maintenant. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis bien sûr sur cette question sur la Tunisie, sur sa révolution, sur le fait que eh bien ce fut un modèle, ce eût été un modèle pour le monde arabe. 01 40 33 9000 pour nous donner bien sûr votre avis et ainsi répondre à cette question tout au long de cette émission. Voilà. Alors, on va prendre, si vous le voulez bien, pour l'heure, direction l'Algérie. Nouvelle fois, et plus précisément à Sétif, avec cette vidéo partagée en masse depuis cet incident sur les réseaux sociaux. Eh bien, on y voit un individu debout sur cette fontaine en train de casser le visage et la poitrine de la statue représentant une femme nue. Après plusieurs tentatives d'intimidation pour le sommet de stopper de son acte de vandalisme, deux policiers ont réussi à le neutraliser grâce notamment à l'intervention de citoyens qui a réussi à désarmer le site d'individu. La statue de Anne Fouara, monument emblématique de la ville, a été adoptée par les Sétifiens de toutes les générations, un attachement fort qui les a poussés par exemple à ne pas accepter fin octobre 2014 que le tracé du tramway vienne perturber la tranquillité de la Belle Dame, dont la réalisation a été achevée début 1898 par le sculpteur Francis de Skidal. En septembre 2015, un imam algérien avait décrété qu'il était illicite de se rendre à la fontaine Al-Fouara et de boire son eau, prétextant que la fontaine a été sculptée par un infidèle qui avait l'objectif de mettre une femme nue au cœur de la ville des martyrs, car pour boire de son eau, il faudrait s'incliner. Fort
fortement dans une attitude qui ressemble à la prosternation. Ce serait encore justifié l'imam. Cet acte de vandalisme donc a été dénoncé avec vigueur et qualifié de débile horrible par plusieurs internautes qui ont exprimé leur désarroi sur les réseaux sociaux. Donc voici quelques commentaires que j'ai sélectionnés pour vous. Abdel qui nous dit tiens, par exemple une autre forme de Daesh s'implante fortement en Algérie. Pauvre Algérie, un pays où on détruit une statue pour cause sexuelle. Pourquoi nos parents et nos grands-parents n'ont pas fait des actes pareils? Êtes-vous plus conservateurs? Bande d'ignorants, se demande encore le jeune homme. Même dans les années noires, dans les années 90, on ne voyait pas cela. Cet extrémisme va engendrer des générations pires que celles de la décennie noire, s'inquiète Abdel. Nadia, tiens, qui regrette, elle, l'impassivité du public. Tout le monde regarde, personne ne réagit. Quant à lui, cette statue a sûrement hanté ses nuits, raille-t-elle. Quel malade. Sans doute la meilleure excuse pour toucher ses seins, se demande Nadia. Nora qui nous dit, qui tente de rester optimisme. Malgré tout, cette Anne va transformer en œuvre abstraite. Ça laisse libre cours à notre imagination. Malgré cette censure, la femme restera belle. Akima, elle est très inquiète. Pour elle, le retour aux années 90 est pour très bientôt. Voilà quelques-uns des commentaires que l'on a pu voir fleurir sur les réseaux sociaux après cette vidéo qui a été partagée en masse. Et c'est vrai que cette fontaine en tout cas est un lieu emblématique, passage obligé même quand on va à Sétif. Vous pouvez nous en parler d'ailleurs de cet incident. Est-ce que ça vous a choqué cette vidéo? 01 40 33 9000 de cet individu qui est en fait un ancien de l'armée algérienne, un ancien militaire, un déséquilibré, donc qui a été arrêté par la police. En tout cas un geste qui a fortement inquiété, choqué plutôt, les habitants de Sétif. Parlez-nous d'ailleurs de cette statue qui visiblement est un passage obligé lorsqu'on passe à Sétif. Voilà, c'est de tradition. À chaque fois, elle a été d'ailleurs abîmée à plusieurs reprises, mais à chaque fois rénovée en 1974. Et puis également pendant la décennie noire, il y a eu des tentatives de vouloir briser cette statue. Voilà, en tout cas, beaucoup de gens ont été choqués. Et ils l'ont fait savoir donc au travers de commentaires que je viens d'évoquer avec vous. 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre sentiment sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs depuis hier soir dans la presse algérienne. Beaucoup de condamnations aussi par rapport à ce geste de cet individu qui a été, faut-il le rappeler, arrêté par la population qui s'est levée, qui a fait en sorte que cet individu soit neutralisé et arrêté par la police. Allô, bonjour. Allô. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous donner votre avis sur cet incident donc survenu à Sétif dans l'est algérien au 01 40 33 9000. Pour répondre aussi à la question du jour sur le fait que la Tunisie est un modèle pour le monde arabe 7 ans après sa révolution. Vous nous donnez évidemment votre avis sur la question et vous continuez bien entendu de répondre, que ce soit sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Y a-t-il quelqu'un avec moi au standard? Allô, bonsoir. Allô? Bon, il y a personne. Ah bah oui, non, mais si je fais des bêtises aussi, ça va pas aller. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom? Moi, c'est Kamel. Bonsoir, Kamel. Vous nous appelez d'où, cher Kamel, si je puis me permettre? De Lille. De Lille? Tout à fait. Très bien. Kamel, je vous écoute. Vous voulez nous parler de quoi exactement? Le deuxième sujet. Concernant la révolution tunisienne, je vous dirais que c'est une réussite pour la Tunisie. Oui. Une réussite pour une raison simple. Je ne dis pas que cette révolution a permis de satisfaire les besoins primordiaux de la population tunisienne, mais au moins elle a permis d'instaurer une institution démocratique sans déraper dans une dérive autoritaire ou autocratique comme on a pu le voir dans d'autres pays où il y a eu ces pseudo-révolutions dont on se demande si c'est véritablement le peuple qui l'amène ou ce ne serait pas des officines qui l'anticiperaient. Si on regarde ce qui s'est passé, ce qui se passe en Syrie et dans d'autres pays, on se demande pourquoi il n'y a pas eu la révolution, par exemple en Arabie Saoudite. Parce que là aussi, il y a des droits fondamentaux à revendiquer. Pourquoi il n'y a pas eu la révolution démocratique au Qatar? Donc voilà, on s'étonne que certains pays soient ciblés par la révolution démocratique et pas d'autres. Comme si que la démocratie, c'était spécifique à quelques régions, quelques villes, quelques pays, et pas aux pays du Golfe. Première chose. Remarque. Oui. Deuxième remarque pour l'Algérie. Oui, il y a une image très négative, une image positive. Alors, allez-y, pour la négative. C'est celle que vous venez d'évoquer. On a affaire
J'ai regardé sur ouma.com, apparemment ce serait quelqu'un qui aurait quelques défaillances. Oui, c'est un déséquilibré. C'est un déséquilibré d'après les infos, oui. Voilà, mais il est vrai que quand on est ignorant à ce niveau-là, quand on ne sait pas ce que c'est que l'héritage culturel ça a une importance pour l'Algérien. Et l'héritage culturel, ça peut être un héritage, bien sûr, historique. C'est bien entendu, mais il faut connaître le passé pour connaître le présent et pouvoir programmer le futur. Cette personne, comme disait une dame dont vous citiez une citation, je pense que ça l'a plus, il y avait plus un problème avec lui-même qu'avec la statue. Primo. Et secondo, je pense qu'il aurait mieux à faire. Je dis toujours qu'un bon musulman, c'est celui qui est utile pour sa collectivité, quel qu'il soit. Ouais. Il aurait été mieux utile pour lui que d'être dans cette ville avec un drapeau palestinien. Je pense que là, on comprendrait beaucoup mieux que d'aller faire une fixette sur cette statue qui lui a rien demandé et sur laquelle, d'ailleurs, quand on regarde la vidéo, il cible des parties bien précises. Je pense qu'il a un sacré problème avec lui-même. Oui. Voilà, ça, c'est pour la partie négative. La bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle. C'est cette image qui a fait le tour du net. C'est dans un stade, alors je ne sais plus quelle ville, où on voit, écoutez, l'image, on le voit aussi sur ouma.com, le stade où on voit le drapeau palestinien, on voit le Quds, et à côté, on voit une face avec deux parties, une partie Trump et une partie qui représente le roi d'Arabie Saoudite, ceci pour signifier par l'Algérie, par les Algériens qui ont donc organisé cette manifestation lors d'un match de foot, que Trump et le roi d'Arabie Saoudite font qu'une seule pièce dans cette affaire de Jérusalem. Et vous n'êtes pas sans savoir, Kamel, vous n'êtes pas sans savoir que cette affaire d'ailleurs a fortement fâché l'Arabie Saoudite, qui l'a fait savoir et a menacé clairement l'Algérie de représailles. Hein. D'ailleurs, il a oublié une chose, c'est que l'Algérie est un pays indépendant et que tout Algérien qui se respecte a la liberté de défendre son soutien à la Palestine. Et je défie cet ambassadeur d'aller chercher un coupable algérien, parce que s'il cherche un coupable, il n'aura qu'à arrêter tout un peuple. Ouais. Et s'il en a la force, il faudra qu'il se lève tôt. Hein. Alors il va y avoir une visite du chef de la diplomatie saoudienne qui vient en Algérie, peut-être pour calmer les choses en début de semaine prochaine. Mais ce qui m'étonne un peu, c'est que ça le frise, cet ambassadeur ou ce roi, de voir cette double face. Mais si c'est pas réel, pourquoi ils s'en offusquent? On dit que toujours la vérité touche toujours quand elle est vraie. Mais si c'est vrai, mais il est vrai que j'ai cru comprendre, d'après ce que dit le net, que le roi d'Arabie Saoudite ou le prince héritier aurait proposé à Mahmoud Abbas une agglomération comme capitale. On aurait dit qu'il avait anticipé la déclaration de Trump. Parce qu'il faut se dire une chose pour Jérusalem. Jérusalem, c'est une capitale pour les trois religions monothéistes. Exact. Elle n'est pas de se l'accaparer. Elle est aussi bien pour les juifs, pour les musulmans et pour les chrétiens. Et il est vrai qu'aujourd'hui, cette question de rendre Jérusalem comme capitale israélienne, c'est une question planétaire. Parce qu'elle ne concerne plus maintenant la Palestine. Oui. Elle va au-delà. Elle concerne les musulmans du monde entier et les chrétiens. Donc là, il y a une erreur politique que Trump a commis, mais bon, Trump n'est pas il n'est pas sa première. Il n'est pas sa première erreur. Vous avez raison. Son frère jumeau se trouve dans cette place où, j'avais pas envie de dire son frère jumeau, c'est celui dont on parlait tout à l'heure et qui se mettait à casser la poitrine d'une femme. Je pense qu'à deux, ils pourraient manger et ils pourraient, je vais pas plus dire, nourrir les peu de discussions qu'ils auraient sur le plan culturel. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Kamel, dernière question, Kamel. Est-ce que vous avez eu à voir justement cette statue? Est-ce que vous êtes passé par Sétif? Non, du tout. Moi, je suis originaire de Constantine, et donc, mais je connais Sétif ne serait-ce qu'au travers de son histoire, les massacres de Sétif. Qui ne le connaît pas? Bien sûr. Je connais l'histoire de Sétif. J'ignorais complètement l'existence de ce puits. De cette statue. De cette fontaine qui est un passage obligé lorsqu'on vient visiter la ville. Hein. C'est un passage obligé, c'est une tradition. Voilà. C'est en place centre-ville de Sétif. Sétif, je l'aurais presque dit, il aurait mieux valu pour lui qu'il apprenne aussi l'histoire de Sétif. Plutôt absolument. que de perdre son temps. Mais bon. Là, je dis que c'est un problème qu'il a personnellement plus qu'autre chose. Hein. Merci en tout cas, Kamel de Lille. À très bientôt. Restez fidèles au LGF. Ciao. À bientôt, Kamel. 01 40 33 9000. Kamel nous a fait un tout là pour le coup. Il nous a répondu à la question du jour. Vous êtes d'ailleurs sur Twitter et Facebook, Twitter LGF officiel, Facebook France Maghreb 2 pour répondre à la question du jour, à savoir 7 ans après la Révolution, la Tunisie est-elle
eh bien un modèle pour le monde arabe? Vous répondez donc à cette question sur France Maghreb 2, sur Facebook donc et sur Twitter. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que, vous êtes à peu près entre 21 et 23% à penser que oui, la Tunisie est un modèle pour le monde arabe. En grande majorité, en fait, vous dites non, la Tunisie n'est pas un modèle à la suite de sa révolution. 01 40 33 9000 pour prendre la parole avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Ah, bonsoir Monsieur Sofiane Nakhdari, comment ça va? Bon, bonsoir. Alors, avant qu'on parle de Jérusalem, tiens, une petite réaction sur ce dont on parle avec nos auditeurs depuis quelques minutes, à savoir cette vidéo que tu as certainement vue et cette fontaine du côté de Sétif qui a été saccagée par un individu qui semble-t-il serait un déséquilibré. Déséquilibré, ouais. Ouais, absolument. Moi, ce qui m'a choqué tout d'abord, c'est dans la ville de Sétif, dans la source s'appelle Ain Fouara. Et juste ce qui m'a choqué, c'était les gens qui regardaient et qui n'ont pas bougé. Ils étaient une vingtaine, une trentaine de personnes et ils attendaient les services de l'ordre afin d'arrêter ce déséquilibré. Mais voilà, c'est le fanatisme. On ne doit pas s'étonner parce qu'il y a à l'époque en Afghanistan, si vous vous rappelez, dans les années 2000, ils ont détruit des statues bouddhistes qui dataient des siècles et des siècles et sous la bénédiction de certains dits savants de l'islam. Hein. Donc Qaradawi s'est félicité à l'époque, je me rappelle, en Afghanistan, lorsqu'ils ont détruit ça, les talibans. Alors ça va dans cette idéologie néfaste et rétrograde qui s'attaque à tout ce qui est culture, tout ce qui est héritage culturel. Et je tiens à rappeler à ces gens-là que au temps du prophète alayhi salam, ces statues existaient, telles que moi je me rappelle il y a quelques années en Égypte, il y a certains de cette mouvance-là qui ont appelé à détruire les pyramides. Parce qu'on n'est pas, voilà. C'est une idéologie. Sofiane, un petit commentaire sur la question du jour aujourd'hui. 7 ans après sa révolution, la Tunisie est-elle un modèle, selon toi, pour le monde arabe? Moi, je pense pas. Modèle, c'est un gros mot, mais voilà, pour le simple citoyen tunisien, si vous lui dites, est-ce que c'est une réussite? Je pense qu'il y a que les Tunisiens qui peuvent nous le dire, mais nous, à partir en tant qu'acteurs étrangers à la Tunisie, nous vivons pas les problèmes économiques et les problèmes d'ordre un peu du quotidien. Sauf que ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une liberté d'expression qui n'existait pas. Est-ce que les citoyens tunisiens, quand ils mettent ça sur une balance entre la liberté d'expression et la liberté ou la croissance économique qu'ils ont pu voir peut-être avec Ben Ali, c'est à eux de choisir. Moi, personnellement, ce que je vois, ce n'était qu'une étincelle qui a été allumée afin d'allumer tout le monde arabe. Et après, quand on revoit certains écrits aujourd'hui et certains acteurs régionaux, ils nous rappellent que la Tunisie ou l'Égypte, c'était des acteurs, que ce soit Ben Ali ou Moubarak, c'était des gens qui travaillaient au service des États-Unis de plus ou moins et qui ont été dégommés afin de dégommer d'autres dirigeants arabes. Et on a bien vu que ça s'est pas passé de la même manière en Libye, en Syrie. On a vu qu'en Tunisie, le départ de Ben Ali s'était fait des suites à des manifestations, bien sûr, mais avec un non-soutien de l'armée qui a ordonné le départ de Ben Ali. L'Égypte de la même manière. On se rappelle du général Tantawi qui a reçu l'ordre de dégommer Ben Moubarak et de l'emprisonner. Ils sont où ces gens-là? Ben Ali aujourd'hui il est en Arabie Saoudite et Moubarak il est libre de toute accusation. Par contre, des pays comme la Libye ou Kadhafi, on lui a importé toutes les crapules avec un soutien médiatique, un soutien religieux du Qatar en particulier. Et on a vu la Libye aujourd'hui, c'est une Somalie bis. Oui, c'est un no man's land. Alors Sofiane, j'espère que tu as un peu de temps avec nous parce qu'on va faire un petit truc un petit peu différent. On va essayer de faire le point sur cette actualité du Moyen-Orient dans un instant, qui est en mouvement, puisqu'il peut se passer la moindre petite étincelle finalement peut rallumer le feu dans cette région. Juste avant toute chose, je vais indiquer aux auditeurs que s'ils le souhaitent, parce que tu es un peu notre grand spécialiste du Moyen-Orient, cher Sofiane. Oui, bah attends, BFM TV, ils ont bien leurs spécialistes en tout genre. Nous aussi, on a nos spécialistes. Donc voilà, accepte cette mission, ainsi de répondre aux questions. Autodidacte, j'ai pas maintenant les connaissances, peut-être, voilà. Il y a certains auditeurs, si on peut échanger
afin d'échanger des avis. Ça serait dans Alors, le but je vais d'être me permettre, constructif, je vais me permettre juste de faire un petit rappel par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, suite à la décision de Donald Trump, Jérusalem comme capitale d'Israël, plus de 50 pays musulmans se sont réunis le 13 décembre dernier en Turquie pour un sommet de l'Organisation de la coopération islamique convoqué par Erdogan. Dans un communiqué publié juste après le sommet, l'organisation a estimé que la décision de Trump était nulle et non avenue, irresponsable, illégale et unilatérale. Nous proclamons Jérusalem-Est capitale de l'État de Palestine et appelons les autres pays à reconnaître l'État de Palestine et Jérusalem-Est comme occupé comme sa capitale, ont également déclaré les leaders musulmans. Quelques jours plus tard, le président turc a annoncé officiellement son intention de déplacer l'ambassade turque à Jérusalem parce que la ville est sous occupation. Nous ne pouvons pas juste y aller et ouvrir une ambassade. Et si Dieu le veut, nous ouvrirons notre ambassade donc là-bas, a déclaré Erdogan le 17 décembre dans un discours aux membres de son parti dans le sud de la Turquie. Pour le moment, donc, la Turquie dispose d'une ambassade à Tel Aviv et d'un consulat à Jérusalem. Le chef de la diplomatie libanaise a lui demandé au gouvernement l'établissement d'une ambassade du Liban à Jérusalem-Est. J'ai transmis, a-t-il dit, un mémorandum au gouvernement pour l'établissement d'une ambassade du Liban à Jérusalem, la capitale de la Palestine. Et je proposais également au président palestinien Mahmoud Abbas un échange de terrain à cet effet entre le Liban et la Palestine. Il m'a promis d'œuvrer rapidement afin d'octroyer au Liban une parcelle de terrain à Jérusalem-Est. C'est au Conseil donc de ministres de prendre cette décision aujourd'hui. Aujourd'hui, Inch'Allah, si Dieu le veut, donc, a écrit donc ce chef de la diplomatie libanaise sur son compte Twitter. Plus tard, dans la journée, le gouvernement a approuvé la constitution d'une commission mixte ministérielle présidée par le Premier ministre Saad Hariri pour étudier donc cette proposition. Le président de la République du Liban, Michel Aoun, a quant à lui exhorté il y a quelques jours les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique aussi à déposer une plainte auprès de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de sécurité contre la décision du président américain. Il a aussi appelé à prendre des mesures contre tout État qui reconnaîtrait ce statut. De son côté, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, tente de rallier un maximum de soutien de la part donc des pays musulmans. Le président iranien Hassan Rouhani a d'ailleurs invité son homologue Mahmoud Abbas à se rendre à Téhéran dans les tout prochains jours, une invitation que celui-ci n'a pas déclinée, alors même que la République islamique est plus proche de Hamas que de l'autorité palestinienne. Hassan Rouhani a appelé d'ailleurs tous les musulmans à affronter d'une seule voix la décision de Trump de reconnaître El-Quds, capitale donc de l'entité sioniste. Voilà sur ce que je pouvais peut-être rappeler, avec peut-être quelques erreurs que j'aurais commises, si toutefois c'était le cas. Sofiane va les rectifier dans un instant. Sofiane, on se fait la pub rapide et dans un instant on y revient avec les questions des auditeurs s'ils le souhaitent pour comprendre, parce que la situation est quelque peu complexe, même si elle paraît simple, elle est quand même complexe. On va essayer d'y voir clair avec vous, Sofiane, dans un instant. Sofiane Lakhdari, qui est évidemment intervenant, chroniqueur du LGF. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct cet après-midi jusque 18h comme chaque jour, et nous sommes donc avec Sofiane Lakhdari. Je vous rappelle entre autres d'abord la question du jour que l'on vous pose aujourd'hui. 7 ans après la révolution, la Tunisie est-elle un modèle pour le monde arabe? Vous êtes en grande majorité à penser que non, puisque vous êtes plus de 79% sur Facebook à penser que non, 77% sur Twitter. Ça évolue, ça change, donc continuez à nous donner votre avis, votre vote donc sur Twitter LGF officiel, sur Facebook France Maghreb 2. Alors avec Sofiane Lakhdari, avec qui nous sommes, membre du LGF bien sûr. Sofiane, peut-être après donc ce rappel que j'ai fait il y a quelques instants sur ces derniers épisodes à la suite de cette décision de Donald Trump, peut-être après donc cette petite présentation, Sofiane, qu'est-ce qui a changé donc depuis cette réunion en Turquie? Pour la réunion en Turquie de l'Organisation des pays islamiques, c'est ça? Absolument. Sur le 13 laquelle décembre. c'était un petit échec, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants, et surtout les dirigeants arabes, ils n'ont pas assisté, ou qu'ils ont réduit leur participation à de simples ministres, comme par exemple l'Arabie Saoudite, et on a vu à peu près d'autres pays comme l'Égypte, comme le Maroc. D'accord, l'Algérie, on n'en parle pas parce que le président il est inexistant pour le moment, mais beaucoup de pays, par exemple, je parle du roi du Maroc parce que c'est le président du comité Al-Quds qui a préféré assister à une réunion de la COP 21 ici sur le climat que d'assister à une question sur Jérusalem.
On a vu l'Arabie Saoudite qui a envoyé juste le ministre de la Culture, qui a un signe vraiment très fort en disant que c'est pas un problème colonialiste, mais c'est un problème culturel. C'est voilà. Cette organisation a déclaré comme quoi que Jérusalem-Est, mais pour le moment comme capitale de la Palestine, mais pour le moment rien n'a été fait. C'est une simple déclaration. Moi, je pense que c'est juste un petit barreau d'honneur afin de faire avaler cet échec total et cette perte de Jérusalem pour le moment, parce que des pays islamiques, ils avaient beaucoup de moyens de pression. Tout d'abord, juste de rompre les relations avec Israël, parce que beaucoup de pays participant à cette réunion avaient des relations diplomatiques avec Israël. On pouvait voir avec l'émergence aujourd'hui d'un monde bipolaire et de la fin de l'unipolarité, le début de la fin plutôt, de l'unipolarité de la mainmise des États-Unis, pouvait vraiment se tourner vers le camp de Shanghai de la Russie avec la Chine, en commençant en arrêtant d'échanger avec du dollar. Ouais. Ces pays-là, ils avaient beaucoup de moyens des moyens de pression envers Donald Trump afin de le faire revenir sur cette décision unilatérale, mais ça n'a pas été fait. Pour le moment, on essaye d'attendre juste les actes, hein. Après les déclarations. Sofiane, on va rappeler que les auditeurs peuvent aussi nous appeler au 01 40 33 9000 pour peut-être poser une question, avoir un éclaircissement ou donner simplement leur avis sur la situation. Puisque vous parlez de Donald Trump, permettez-moi juste de bifurquer parce qu'apparemment il est en train de fâcher la Chine. Là, qu'est-ce qui se passe? Ah, la Chine, c'est clair. Lui, les États-Unis, si on voit ils ont peur que la Chine soit le nouveau leader mondial au niveau économique. C'est une guerre qui était vraiment, quand on voit par exemple la Corée du Nord, quand on voit le Taïwan, il y a pas mal de points où il y a beaucoup de divergences entre la vision chinoise et la vision américaine, ce qui est déclaré. Mais en gros, les États-Unis ont tenté de faire une politique de containment, c'est-à-dire de contenir la Chine dans son fardeau, c'est-à-dire dans cette région du monde. Sauf que la Chine, avec l'arrivée de Xi Jinping, ils ont accéléré la route de la soie. Ouais. Ils devaient passer par la Syrie et par le Liban, et pour arriver en Méditerranée, tout en passant par d'autres pays, elle avait bifurqué vers l'Ukraine, etc. Et on voit bien aujourd'hui toute cette région est enflammée afin de bloquer la Chine et de ne pas d'essayer de venir aujourd'hui en Méditerranée. Et c'est à remarquer, la Chine aussi, elle a envoyé 2 contingents militaires qui se battent aujourd'hui en Syrie, afin de finir surtout avec les fondamentalistes qui sont venus de la région du Xinjiang, c'est-à-dire les Ouïghours, parce qu'il y avait beaucoup on parle de 3000 à 5000 Ouïghours qui sont venus se battre en Syrie, qui étaient vraiment dans la région de Deir ez-Zor et Idlib. Alors, avant de parler de Macron qui a proposé l'organisation d'une conférence sur la Syrie, ce à quoi d'ailleurs Bachar al-Assad lui a répondu, puis réponse de Jean-Yves Le Drian, et puis cet après-midi condamnation d'Emmanuel Macron par rapport aux propos de Bachar al-Assad. Avant aussi de revenir sur la Turquie et le Liban, en l'occurrence, qui ont cette ambition, cette envie donc d'installer leur ambassade à Jérusalem-Est et ainsi reconnaître donc la capitale de l'État palestinien, Jérusalem. On va accueillir le docteur qui est avec nous, qui vous écoute assidûment, qui je crois d'ailleurs vous apprécie. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Christophe, docteur Sofiane, mon cher collègue. Bonsoir docteur, ça va? Comment vas-tu? Ça va? Voilà, donc, allez, on va aller sur le vif du sujet parce que je pense c'est 2 points. Je peux pas prendre plus parce que je laisse le temps aux auditeurs, aux autres. 1. Qu'est-ce que tu penses, Sofiane, sur le problème palestinien en un mot, c'est-à-dire sans trop aller détailler. Moi et docteur, deuxième, vous savez, après, sur l'histoire de Syrie, Macron et tout, on reviendra 2 secondes. Ouais. Donc. Sofiane. Sur la Palestine, moi personnellement... Oui, tout à fait. Le problème palestinien depuis 100 ans. On va revenir à... Oui, moi je viens d'un pays qui a été colonisé 132 ans. Aujourd'hui, pour le moment, on est depuis 48. Ça fait 70 ans presque la colonisation de la Nakba. Oui, c'est bon, voilà, mais personnellement, il y a toujours espoir. Aujourd'hui, le peuple palestinien est en train de se battre contre presque tout le monde arabe et le monde occidental qui a implanté cette... comme dit El Khomeini, cette tumeur cancéreuse dans cette région. Aujourd'hui, est-ce que le peuple palestinien peut se débarrasser? Il suffit d'avoir de la volonté. Et si on voit aujourd'hui la division qu'il y a au sein des Palestiniens, c'est très compliqué d'en défaire. Aujourd'hui, quand on voit des gens comme Sheikh Ramtisi ou Sheikh Yassine qui ont été assassinés suite à des traîtrises
Et quand on voit Khalid Mash'al, le seul leader du Hamas qui n'a pas été assassiné, il faut rappeler que Khalid Mash'al a été empoisonné en Jordanie, et c'est le seul dirigeant qui a été secouru par les Israéliens, lui ont donné l'antidote. Et ce Khalid Mash'al, quand on voit son comportement en Syrie, lorsqu'il a poignardé la Syrie au simple petit moment, voilà, il y a des questions à se poser. Aujourd'hui, moi, je reste persuadé que le combat du peuple palestinien, c'est un combat légitime de décolonisation. Voilà, donc et je pense... Excuse-moi, juste, je t'interromps parce que j'ai posé une question, parce que j'ai des arrière-pensées. Tout à fait, je confie. Voilà, tout à fait. Demande à Monsieur Christophe comment j'ai intervenu. C'est un problème de libération nationale. Il faut éviter de confessionnaliser, que ce soit pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. En un mot, quand Arafat, avec Clinton en 2000, il voulait signer le problème de Jérusalem, c'est le pape Jean-Paul II, il a dit non, là je reviens à ce qu'il a dit Monsieur Christophe il y a 5 minutes, problème international, c'est-à-dire il faut pas emmêler l'histoire, parce que juste, c'est un problème, il l'a dit Mandela, il y a 3-4 années avant qu'il meure, il a dit l'indépendance de l'Afrique du Sud n'aura jamais lieu tant qu'il n'y a pas eu l'indépendance de la Palestine. Et ça a été répété par son fils, dernièrement. Voilà. Donc, il faut pas emmêler la preuve, mais docteur, on peut pas occulter la dimension religieuse actuelle. Si tu veux. Quand on parle de Jérusalem, je veux bien, parce que je vais revenir à ton pays, que j'ai toujours soutenu la révolution algérienne et même l'Algérie, ça depuis 7 ans que je parle avec le LGF. Là, le problème, quand il y a eu 82, je termine juste par cet incident que je l'ai répété, incident, il y a eu le départ de Arafat de Beyrouth, après l'invasion israélienne. Tout à fait. Donc, il y a eu Atbessa, dans ton pays, je pense, vers l'est, à la frontière. L'est, la frontière tunisienne. Ils ont placé le FPLP, ça Front populaire de la libération de Palestine, de Georges Habash, de docteur qui était cardiologue, chirurgien cardiologue, et de Hawatmi, FDLP. C'est 2 choses différentes, Front démocratique. La télévision algérienne, je pense la RTA, sont passés les interroger s'ils étaient contents, tout ça, mais ils sont arrivés des combattants désarmés. Là, mettons-nous d'accord. Il y avait qui sont partis après au Soudan, au Yémen, tout ça. Enfin, revenons à Tébessa, dans ton pays, il y avait quelques combattants du FDLP. Ils avaient la croix de David. Ils étaient choqués. Ils ont dit comment? Il a dit parce que nous sommes des juifs palestiniens. Nous sommes des Palestiniens de confession israélite. On se bat pour un État laïque. Voilà, donc il faut pas commencer. Mais là, docteur, je reviens à 2 déclarations de Leïla Shahid, c'est une ancienne diplomate chevronnée de l'autorité palestinienne, et de Saeb Arikat, c'est l'homme qui a géré les négociations depuis 30 ans. Les deux ils ont dit suite à la décision de Donald Trump, c'est la fin à la solution à 2 États. Et maintenant, nous devons militer pour un seul État. Et la chose que moi, à laquelle j'y crois, c'est un seul État avec toutes les confessions comme les gens vivaient avant. Alors, nous avons une déclaration qui a été sortie dernièrement par... Ils l'ont dit, excuse-moi de te couper parce que je gagne beaucoup de temps par rapport à... il reste 2 minutes pour l'autre question. Donc, tout à fait, quelqu'un est venu, j'ai oublié son nom, un Français d'origine algérienne qui est né ici, c'est Monsieur Christophe va m'aider, c'est un ancien député ou un élu de la République, il a parlé, tout le monde l'a crié il y a 8 mois. Rappelez-vous, Monsieur Christophe, il a dit il faut créer ce qu'on appelle d'ailleurs juste, il y a Tzipi Tivni, elle a parlé dans I24, c'est une télévision de Jérusalem en langue française, il a dit on veut pas la solution d'occuper, parce que s'il se barre, le régime, enfin l'autorité qui n'a rien d'autorité, tout ça va tomber, l'État hébreu et de nouveau va occuper le site. Mais on reviendra à la situation d'avant 48, parce qu'il faut rappeler par exemple Golda Meir. Elle a dit ça ne nous arrange pas. Oui. L'histoire mais les Israéliens, l'extrême droite israélienne, docteur, ne l'acceptera jamais, parce que voilà, pour elle, il y aura Israël doit être un État juif d'Israël. Israélites et de confessions musulmans ou chrétiens ou druzes ou des... Voilà pourquoi, et il y a le dernier qui a bien agi, c'est lui, vous le connaissez à loin, c'est lui qui est le Quds al-Arabiya, qui travaillait avec l'Arabie Saoudite, ils l'ont tiré. Très fort. Après, vous expliquez à Monsieur Christophe qui c'est ce monsieur, un grand journaliste, il a changé de... Abdelbari Atouane, qui a maintenant un journal électronique, Ra'y al-Yawm.
Avant, donc, en un mot, il a dit à France 24, parce qu'il faut écouter en chaîne en langue arabe, il a dit, écoutez, il parlait avec des journalistes d'origine algérienne, tunisienne, tout ça, justement, à propos de tout ça, il a dit, est-ce que vous avez les FLN voté en 62 pour que ils soient à la botte, comme ils font actuellement à Ramallah, à la botte de l'occupation. C'est une occupation. Voilà, il a dit ça. Et qu'est-ce que tu penses? Et je finis ma deuxième question sur ce qui se passe à Genève, là, par rapport à la Syrie. C'est fini. Genève, c'est fini. Genève, il y a Genève qui a été enclenchée depuis 2013 à peu près. C'était dans une situation où la Syrie était perdante, c'est-à-dire il y avait une situation particulière. Et aujourd'hui, on a Sochi. Et si vous vous rappelez, docteur, à Genève, il y avait l'inexistence de l'Iran. Et ils ont tout fait pour que l'Iran ne soit pas, que n'existe pas. Oui. Et en parallèle, on avait les accords de Sochi et les accords de Asatana. Et les deux, c'est l'avenir de la Syrie. Genève, et aujourd'hui, il est mort, c'est-à-dire, bien sûr, c'est fini. Voilà. Et justement. Et c'est Sochi, c'est les acteurs régionaux de la région, c'est l'Iran, c'est la Turquie et c'est la Russie qui doivent gérer l'avenir de la Syrie. D'ailleurs, je t'invite, si tu as le temps ce soir, et moi je fais pas l'apogée, mais j'écoute tout le monde, écoutez Jazeera depuis qu'ils sont fâchés avec l'Arabie Saoudite, d'ailleurs ils disent Qatar, c'est-à-dire danger, très fort, mais là il y a un journaliste, docteur, à 22h heure de là-bas, 20h chez nous, Al-Ittijah al-Mu'akis, le sens Faisal Al-Qasem. C'est un Syrien kurde, un Syrien druze. Druzi. D'ailleurs, il a dit, ce qu'ils font les Russes en Syrie, il va amener de l'opposition et du régime, là-bas, à Doha. Il va dire ce qu'ils font les Américains avec les Israéliens, et ils bluffent les Arabes et les Palestiniens, ils le font les Russes en Syrie. Bon, c'est son point de vue. Il y aura ça ce soir à 20h. Dans un des généraux, de grands généraux israéliens, c'est un cousin, lui, hein. C'est parce que les Druzes, en fait, ils sont dans les trois pays, Palestine, Israël, le Liban et la Syrie. Et je termine par l'histoire de la France. La France, Monsieur Le Drian, il a parlé il y a 3-4 jours, parce qu'il y a comme un ping-pong entre actuellement le pouvoir, c'est-à-dire Monsieur Macron, qui essaie de s'imposer. Chapeau à lui, franchement, moi, il m'a étonné par sa capacité. Et Bachar, maintenant, on dirait je t'aime, moi non plus. Au début, ils ont dit, si tu te rappelles, bon, celui-là, ceci, on doit partir. Ah non, pas lui. Ah, il n'a pas dit. Non, pas lui, durant la campagne, il l'a dit. Il l'a dit, mais il a changé. Non, mais entre nous, docteur, que peut faire la France aujourd'hui? Ils ont tout essayé. Tout le monde occidental. 120 pays, ils ont tout essayé face à la Syrie, ils n'ont pas accepté. On se félicite de ce revirement, mais est-ce que la France a un choix autre que celui d'accepter Bachar al-Assad? J'arrive à son choix. Bon, le choix, c'était d'ouvrir l'ambassade. Bon, Fillon n'est pas passé. Il y a parce qu'il faut savoir, docteur, que la condition syrienne de coopérer sécuritairement, parce qu'aujourd'hui, comme disait dans la même phrase de Macron, il a dit que Bachar est un ennemi à son peuple, mais moi, mon ennemi, c'est Daesh. Mais sauf qu'il occupent de parler d'Al-Nusra et de toutes les factions terroristes. Sauf que ce danger-là ne peut, la condition syrienne, c'était pas de coopération sécuritaire s'il n'y a pas de réouverture de l'ambassade, c'est-à-dire une reconnaissance diplomatique. Ça t'échappe pas, et je termine là, que les Russes agrandissent Hmimat, c'est-à-dire le grand... bien sûr. Voilà, et Tartus va être comme chez toi dans ton pays, Mersel Kabir à Oran, un grand dame pour avis. Ouais. Seulement, Monsieur Le Drian peut se rattraper, notre ministre des Affaires étrangères, il a donné dans une conférence de presse pareille à France 24, il y a 4-5 jours, il a donné 9 États en Syrie, chrétiens, druzes dans le sud, Damas, Halab. Ça, c'est une situation propre aux Syriens de gérer leur question. Qu'ils veulent une fédération, une confédération, ça c'est ça. Merci docteur. Merci beaucoup à vous et bon courage. À bientôt. Docteur. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Voilà, si vous voulez parler avec Sofiane, échanger, poser vos questions, essayer de comprendre un petit peu cette situation complexe. Sofiane. Moi, je voulais juste, Christophe, si tu permets, juste de rappeler aux gens qu'il y a 3 projets, en gros, si on peut résumer ou synthétiser, il y a 3 projets qui se sont affrontés dans la région du Moyen-Orient. Il y a un projet israélien, il y a un projet turc et un projet iranien. Il n'y a pas de projet arabe. Les Arabes, c'est des sous-traitants à chaque projet. Vous avez le projet israélien avec la botte aujourd'hui, avec Jared Kushner, avec l'Israël.
Vous avez le projet turc avec le retour de l'Empire ottoman, avec le Qatar comme le point de départ au niveau du monde arabe. Et vous avez le projet iranien, surtout avec le Hezbollah et le Hashd al-Sha'bi qui est en Irak et les Houthis qui sont au Yémen. La différence entre ces trois-là, c'est que le projet iranien, il va dans la continuité du projet de Ayatollah al-Khomeini, c'est-à-dire depuis la révolution iranienne de 79, afin de développer ou d'éradiquer l'État israélien. Et vous avez d'autres projets, les deux. C'était un projet israélo-saoudien, c'est-à-dire une hégémonie totale d'Israël dans la région, avec un partage de rôle avec l'Arabie saoudite, mais avec la fin de la cause palestinienne. Et vous avez le projet des frères musulmans qui était avec Erdogan, qui a démarré avec le printemps arabe, et on a vu des dirigeants des frères musulmans arriver petit à petit dans les pouvoirs, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Libye, que ce soit en Égypte avec Morsi, mais qui devait finir avec la fin de la cause palestinienne, parce qu'il faut rappeler dans l'idéologie islamique, l'idéologie des frères musulmans pour être précis, c'est des gens qui ne croient pas à l'État-nation. Ouais. Que ce soit, voilà. Et ça, c'était un accord qui était signé et que déjà des dirigeants égyptiens ont déclaré ça, que ce soit le Baltaki, etc., qui ont dit, voilà, la cause palestinienne devait en finir avec les Gazaouis qui devaient être naturalisés dans la région du Sinaï égyptien et de prendre, voilà, il n'y a pas d'État-nation, c'est-à-dire une continuité, et vendre cela. Il y avait des théologiens qui commençaient à faire accepter cette solution, et sauf que cette solution devait finir avec la chute de Bachar el-Assad et l'arrivée des frères musulmans en Syrie. Sofiane, on va essayer de faire simple pour les gens, parce que c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais est-ce que finalement cette décision de Donald Trump n'a pas été un bienfait, je m'explique, pour voir que aujourd'hui il y a un axe fort des pays musulmans qui se révèlent comme étant un axe qui risque de peser demain. Je parle de cet axe turc, Iran, Liban éventuellement, contre, j'allais dire, tout le reste, à savoir l'Arabie Saoudite, l'Égypte et tous ces sbires. Oui, on peut dire Donald Trump, la décision, elle est venue et elle a recentré le débat sur la vraie cause qui gère cette région, c'est-à-dire la cause palestinienne. Ce qu'on a dit depuis le début du printemps, tout devait finir avec la fin du conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe. Et aujourd'hui, avec cette décision de Donald Trump, la Turquie, elle a un chemin, elle a un couloir afin d'être le leader du monde musulman. Mais pour cela, et ça, on revient en vérité sur un livre qui a été écrit par Ahmed Daoud-Oglu, c'est-à-dire l'ancien ministre des Affaires étrangères et premier ministre turc. Ahmed Daoud-Oglu, dans son livre, c'est-à-dire c'est lui qui a fait l'apogée aujourd'hui de la Turquie. Il a été au gouvernement pendant 15 ans. Ouais. C'est lui l'homme au zéro problème. C'est lui qui a ramené l'économie turque là où elle est à peu près, avec bien sûr des décisions d'Erdogan. Mais lui, c'était le grand stratège. Mais dans son livre, en vérité, il revient à la fin vers une équation qu'il a dit, une point d'interrogation, à laquelle la Turquie devait répondre. Il disait que nous faisons partie de l'OTAN, nous faisons partie de l'axe américain, mais sauf que cet axe américain va à l'encontre de l'intérêt des États-nations, des États de la région. Est-ce que la Turquie, elle devrait choisir son camp? Est-ce qu'elle veut aller dans l'intérêt des pays de la région et en finir avec l'OTAN et l'Alliance américaine, ou bien de continuer dans une alliance américaine, mais contre l'intérêt des peuples de la région? Ça, c'est Ahmed Daoud-Oglu, c'est pas moi qui le dis. Et cette équation, il dit la Turquie devrait répondre à cette équation. Est-ce qu'aujourd'hui Erdogan aura le courage, parce qu'il a tous les moyens pour le faire? On a tenté de lui faire un coup d'État. Les Américains, aujourd'hui, hébergent Fatah Gulen. Et Erdogan parle d'un complot qui a été organisé depuis les États-Unis par ce bonhomme. On a vu que la Turquie, on a essayé de la déstabiliser en utilisant les Kurdes à l'intérieur, en les armant, en utilisant les Kurdes de l'Irak de Barzani, des Kurdes syriens, et qui devaient se propager après en Turquie. Aujourd'hui, Erdogan, il a toutes les invitations. Aujourd'hui, c'est 1 an. Hier, c'était 1 an de l'assassinat de l'ambassadeur russe. C'est-à-dire un conflit direct presque avec la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, Erdogan pourrait basculer dans le camp de Shanghai? Mais pour cela, il doit divorcer avec les États-Unis. Quand on dit divorcer avec les États-Unis, sortir de l'OTAN et ne plus obéir aux intérêts américains. Sauf que pour cela, pour le moment, ça n'a pas été fait. Est-ce que l'Iran et la Russie essayent de ramener petit à petit Erdogan à accepter
ce divorce et qui va être fatal à la Turquie. Il y aura des répercussions sur l'économie turque, etc. Mais il a tout à y gagner en allant vers le camp des nouveaux, c'est-à-dire le camp de Shanghai, le camp de la Chine, de l'Iran et de la Russie. Question, Sofiane, que peut faire Israël vis-à-vis de toute cette actualité, de toutes ces menaces aussi à l'encontre de l'Iran? Et on s'aperçoit que l'Iran est pas très loin d'Israël, avec des bases installées un petit peu partout autour, quoi. Tout à fait. Ça, c'est l'ancien patron des services secrets israéliens qui a parlé de plusieurs bases militaires iraniennes qui sont à la frontière avec le Golan. Et il dit que la prochaine guerre, malheureusement, s'il y a, ça sera en terre israélienne. Aujourd'hui, Israël, elle est en train de faire une course contre la montre. Aujourd'hui, on sait que d'ici 30 ans, la population au sein de l'État d'Israël reconnu actuellement, il sera presque équitable avec la population arabe à l'intérieur. Elle est dans l'obligation de trouver une solution rapidement. Est-ce qu'elle va dans une guerre où elle ne saura pas les conséquences de cette guerre vis-à-vis de Liban, qui est de plus en plus fort, parce que le Hezbollah aujourd'hui a acquis énormément de connaissances durant les 7 ans de guerre en Syrie. Vous avez l'Iran qui est à sa frontière. Vous avez une armée syrienne qui est développée par rapport aux missiles et elle a acquis beaucoup de connaissances en travaillant en étroite collaboration avec les gardiens de la révolution iranienne, avec le Hezbollah. Vous avez les Houthis aujourd'hui qui viennent de bombarder aujourd'hui la ville de Riyad par un missile balistique. Là, Israël, elle est en panique. Est-ce qu'elle elle va vers le suicide? On voit bien aujourd'hui que la décision de Trump, elle n'est pas suivie par les capitales occidentales et en quelque sorte, on peut pas vous suivre dans cette guerre nouvelle que vous êtes en train de vouloir la mener. Pour le moment, on le sait pas. Mais Israël, quelle solution a-t-elle aujourd'hui, sauf que de déplacer et de gangréner encore, de prendre encore plus de terre en Palestine, sauf que les Palestiniens ne vont pas accepter à partir du moment où ils ont un soutien derrière, un soutien des Iraniens, un soutien du Hezbollah qui est puissant au Liban, des réfugiés palestiniens, parce qu'en vérité, quel dirigeant palestinien va signer un accord de paix avec Israël en occultant les réfugiés, en occultant Quds? Il n'y a pas. Et aucun aujourd'hui dirigeant israélien pourrait signer un accord de paix avec les Palestiniens en omettant Jérusalem. C'est-à-dire on est dans une impasse. On est dans une impasse. Personne ne sait où elle va aller. Voilà. Où elle va aller. Question, intervention. Il souhaite prendre part à la discussion. Il a bien fait de nous appeler au 01 40 33 9000. Il s'appelle Daoud de Rueil-Malmaison. Bonsoir Daoud. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors Daoud, on vous écoute. Oui, j'aimerais participer. En fait, j'étais en train de vous écouter. Et je suis rarement d'accord avec Sofiane, mais ce qu'il a fait aujourd'hui, l'analyse, elle était parfaite. Sauf que je voulais préciser deux choses. C'est que la Turquie a demandé, a demandé de faire partie. Il a donné la candidature pour Shanghai. C'est parti, c'est fait depuis 2 mois, je crois. Oui, il est comme acteur, voilà, comme était l'Iran au départ. Voilà. Et puis, moi, je pense que par rapport à l'Iran, je pense pas qu'ils veulent l'axe chiite. Je pense qu'ils veulent refaire. Par contre, eux, ils veulent refaire l'empire perse d'antique, de Darius et de leur passé. Parce que eux, ils ont pas vraiment, je pense, ils ont pas une cause musulmane. Parce que dans toute l'histoire, ils sont jamais battus contre, on va dire, les non-musulmans. Ça a toujours été, en fait, la fitna entre les musulmans et les étrangers. C'est-à-dire les non-musulmans. Oui, mais Daoud, actuellement, on n'était pas d'accord surtout sur le conflit syrien, je me rappelle très très bien. Exactement. Et là, moi je disais que la Turquie a joué un rôle, si tu te rappelles, elle a joué un rôle important en Syrie. Il faut pas le nier. Moi je défends maintenant, moi personnellement, comme je l'ai dit, je suis pas un anti-Erdogan, je suis pragmatique. Si Erdogan défend l'intérêt des musulmans, c'est-à-dire de défendre Jérusalem, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais quand il essaye de détruire une État-nation et aller prier dans la mosquée des Omeyyades, qui était son rôle depuis 6 ans, je suis contre. Maintenant, je suis objectif et je pense que tu as vu que j'ai une petite objectivité de dénoncer quand il faisait des choses pas bien, mais aujourd'hui, lorsqu'il dit que Erdogan n'est plus, que Bachar al-Assad n'est plus son ennemi, mais son ennemi, il est à Jérusalem et celui qui occupe, je suis tout à fait d'accord et je l'applaudis. Mais pour l'Iran, maintenant, c'est un procès un peu d'intention, parce qu'aujourd'hui, les seuls qui se sont battus face à Israël et qui l'ont battu, c'était en 2000, c'était le Hezbollah qui est chiite, qui se réfère au guide de Khomeini. Et aujourd'hui, c'est en 2006, avec une guerre qui a été financée par l'Arabie Saoudite. Il
faut se fier au discours de Tzipi Livni lorsqu'elle dit que c'est l'Arabie Saoudite qui a financé cette guerre pendant 33 jours contre le Liban. Et c'est le Hezbollah qui l'a menée. Sinon dire que les chiites sont là que pour la fitna, je pense que la propagande qui a été propagée depuis, surtout depuis l'arrivée de Khomeini, parce que l'Iran chiite du Shah ne causait pas de problème. Et moi, né en 82, je connaissais pas le chiisme jusqu'à l'invasion de l'Irak en 2003. Ces mobiles, je le connaissais pas. Et je me suis intéressé à la question après 2003. Pourquoi? Parce que il y avait une question politique. Et à l'époque, la destruction de l'Irak, elle est venue par le centre de commandement qui est toujours aujourd'hui au Qatar. Alors dire le chiite, c'est des gens de fitna, c'est-à-dire faire un procès d'intention à une école coranique que nous reconnaissons. Elle est enseignée aujourd'hui dans la mosquée d'Al-Azhar, dans l'université de l'Azhar. Elle est enseignée, elle est considérée comme une religion musulmane faisant partie des 4 autres, à savoir Al-Malikiya et autres. Oui, voilà, Daoud. Et je voulais aussi, parce qu'en fait, je dis ça, en fait, je m'appuie sur des points. Parce que dans l'Assemblée nationale d'Iran, il y a toutes les minorités. Il y a un juif. Oui, il y a les juifs, il y a les chrétiens, il y a même les zoroastriques. Ceux qui croient au feu, tout ça, mais il n'y a pas les sunnites. Après. Non, mais je vais te dire. Attends, Daoud. Je peux terminer ou pas? Vas-y, Daoud, termine. Puis, après, le tueur du 4e calife ou du 3e calife, Omar, il s'appelle Ebou Lu'lu. Et il y a un mausolée qui est pas très loin d'Ispahan, qui est tout le temps vénéré, parce qu'on sait très bien que Omar a détruit l'Empire perse. Puis, et j'aimerais dire une dernière fois, et puis je voulais revenir un peu sur la Turquie, ce que tu as dit par rapport à Assad, Erdogan lui-même le reconnaît entre les lignes. Parce qu'il dit qu'en fait, il s'est fait avoir par les États-Unis, parce qu'en fait, ces informations, c'était en gros des informations de la CIA, de la Mossad, qui se contredisaient avec les informations du KGB, que Poutine lui a donné après quand les liens sont resserrés. Voilà, c'est seulement les quelques points que je voulais préciser. Non, juste pour rappeler les Iraniens, il n'y a pas que des Perses. Il y a les Perses, il y a les Turkmènes, il y a les Palouches, il y a les Pashtuns, il y a les Kurdes, et il y a les Arabes. Il n'y a pas que c'est ces 6 ethnies. Cet État-là a pu se faire construire, et je te défends de dire qu'il n'y a pas de musulmans sunnites, il y a des gens de l'Ahwaz, de la région de l'Ahwaz, qui sont au Parlement iranien. Mais moi, je suis pas là pour défendre l'Iran. Moi, je défends une objectivité. Vous dites que l'Iran a un projet d'empire perse, au même titre que la Turquie avait un projet de l'Empire ottoman. Vous pouvez pas le nier. C'est pas le fait de le dire et de le dénoncer. Voilà, maintenant, est-ce que cet empire allait être fait au détriment de l'intérêt des pays de la région en signant un accord de paix avec Israël? C'est ça la question. Est-ce que l'Iran aujourd'hui elle travaille parce que la propagande qui a été propagée par beaucoup de gens des frères musulmans et des wahhabites, comme étant l'Iran travaille en dessous de la table avec Israël. Bon. Sauf que ces pays, aujourd'hui, on les voit sur la table discuter clairement avec Israël. Merci Daoud, en tout cas pour ton appel, c'est très intéressant. Dites donc Sofiane, franchement, hein, on est au top là, LGF, t'as encore un petit peu de temps ou pas? Non, mais voilà, encore, il n'y a pas de souci avec les personnes. Moi, j'aime bien discuter avec les gens qui sont pas d'accord avec moi. Bon, Sofiane, t'as encore un peu de temps, ou pas? Oh, j'ai un patient qui m'attend, mais ça ne dérange pas. Allez, juste après la pub, on se fait encore 5 minutes pour parler notamment de la réaction palestinienne, parce qu'elle peine à s'organiser, cette réaction. Dans un instant, 01 40 39 000, et si un auditeur souhaite parler encore à Sofiane, on en prend un dernier avant de libérer notre ami Sofiane Nardali. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous. Un bon début de soirée à l'écoute de France Maghreb 2 et du Grand Forum avec cette question que l'on vous pose aujourd'hui. Question du jour. Est-ce que bien la Tunisie, 7 ans après sa révolution, est-ce que c'est un modèle pour le monde arabe? Vous êtes en majorité à répondre non. 21% à penser que oui, c'est un modèle donc sur Facebook, sur France Maghreb 2. 79% à penser que non. Nous sommes toujours avec Sofiane Nardali, donc pour finir, j'allais dire, sur cette actualité quelque peu chargée, chaude du Moyen-Orient. Sofiane, pour parler maintenant des Palestiniens et à la suite donc de cette décision de Donald Trump, on la rappelle, donc qui reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. On sent qu'il y a une timide réaction du côté palestinien. Comment ça s'organise, Sofiane? Oui, juste pour rappeler, il y a des différences. Vous avez en Cisjordanie l'autorité palestinienne qui coopère sécuritairement avec l'État d'Israël, et vous avez la bande de Gaza, c'est le Hamas.
rappeler que le Hamas a fait une erreur stratégique fatale et qu'il est en train de payer jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire lorsque la guerre elle a été enclenchée en Syrie, vous avez énormément de gens du Hamas qui ont choisi la cause des frères musulmans à la cause nationale palestinienne. Ils se sont mêlés dans cette guerre et il y a presque entre 2000 et 2500 Palestiniens du Hamas qui sont morts en Syrie. Et du coup, aujourd'hui, malgré l'éviction de Khaled Mash'al, malgré la réorganisation au niveau du Hamas, et les gens aujourd'hui du camp surtout de la résistance, ils restent un peu très réticents vraiment au Hamas. Ils sont en train vraiment d'aider surtout le djihad islamique. Et il y a une division, voilà, au sein, malgré les appels du Hamas à renégocier avec le Hezbollah par le biais de Mahmoud Zahar surtout. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à avoir un appui de la Syrie et un appui de l'Iran surtout en particulier. Et du coup, pour rappeler, le seul homme qui peut vraiment rassembler toute cette divergence qu'il y a au sein de la Palestine, il y a un seul, qui s'appelle Marwan al-Barghouti, qui est aujourd'hui emprisonné depuis 15 ans, c'est pas pour n'importe quelle raison, aujourd'hui il est israélien, et aujourd'hui il est en isolement, il a une prison individuelle, il a été depuis le début, depuis la déclaration de Trump, il a été déplacé dans une prison individuelle, un isolement total. On sait que un gars comme Marwan Barghouti, c'est-à-dire qui est dans la diplomatie et en même temps dans la révolution armée, c'était le seul peut-être qui pourrait rassembler toute cette divergence au niveau de la Palestine. Et juste à rappeler qu'aujourd'hui, c'est pas que la révolte a baissé d'intensité. Les Palestiniens, ils essayent d'attendre de voir comment trouver le modèle de résistance qui sera adapté à la situation actuelle. Nous avons vu dans les années 87 la première intifada, c'était avec la pierre. En 2000, c'était avec des armes. En 2017, ce peuple qui est innovateur pourra nous surprendre encore une fois en inventant une nouvelle manière de résister à cette emprise, à cette hégémonie israélienne. Sofiane, il y a Kamel qui souhaite te parler au 01 40 33 9000. Bonsoir Kamel. Kamel de Paris. Oui, bonsoir Sofiane. Bonsoir Kamel, bonsoir mon frère. Ouais, c'est juste pour te dire que je t'ai écouté à plusieurs reprises, que à chaque fois tu m'épates. Merci, c'est gentil. Tu as des analyses vraiment très 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 pertinentes et ça va dans mon sens à moi parce que je vois exactement comme tu vois les choses. Et j'aimerais juste rajouter un petit truc. Moi, je pense et je sais pertinemment que toutes les misères qui puissent exister dans le monde, concernant les guerres en Syrie, en Irak, en Libye, le coup d'État qui a eu lieu en Turquie, etc. et tout, ont été tous manigancés par Israël et les États-Unis et financés par les Saouds. Et leur objectif principal, c'est la destruction et non pas la construction. C'est ce que je pense tout à fait. Personnellement. Mais on a Kamel, on a une déclaration de Condoleezza Rice en 2004. Un an après l'invasion de l'Irak, elle parle du chaos constructeur. C'est-à-dire dans l'idéologie des néoconservateurs américains, c'est à travers le chaos qu'ils peuvent remodeler ce Moyen-Orient. Et en semant le chaos et les divisions, en utilisant les confessions au Moyen-Orient et en utilisant certaines ethnies en Afrique du Nord. Voilà, tout à fait. Et ils veulent en fait refaire absolument la carte du Moyen-Orient. Ils ont échoué. Mais ils ont échoué, Kamel, ils ont échoué. Voilà, tout à fait, voilà. Et ils savent pas maintenant, ils sont embarrassés, voilà. Merci Kamel. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, bravo. Merci. Bah oui, oui, vous avez raison de dire bravo parce que c'est vrai que au-delà du LGF le Grand Forum dans cette émission sur France Maghreb 2, on parle vraiment des sujets en profondeur et on analyse pour le coup et en toute objectivité, Sofiane, pour cette situation qui est quand même complexe. On a énormément d'informations, mais on n'arrive pas à les rassembler, à les lier. Quand vous parlez voilà, maintenant, on a des déclarations, on a des écrits. Nous, on ne lit pas malheureusement et on n'est pas informé, on est vraiment manipulé. Mais quand on a une liberté, vouloir chercher la vérité, on peut la trouver. Moi, depuis 6 ans ou 7 ans, quand on parlait que ce qui se passait en Syrie n'était pas anodin, j'appelle juste les auditeurs à se mettre juste une petite situation. Par exemple, si la Syrie était tombée, on aurait une Libye bis, c'est-à-dire un chaos total. Et avec un chaos total, dans cette région, ça pouvait toucher le Liban. Ça allait toucher surtout le Liban. Et après la Jordanie. C'est-à-dire un embrasement total de la région. Et avec une déclaration de Monsieur Trump, Jérusalem est la capitale. Qu'est-ce que vous aurez la situation? Soit Daesh, soit Israël.
Alors imaginez la situation de nous, notre situation actuelle ici. On aurait à féliciter Netanyahou tout en conquérant des terres arabes dans cette région. Ils allaient du Nil au Frat, hein. C'est le Nil en Égypte, juste le Frat qui est en Irak. Ouais. Et personne ne pouvait s'opposer à ça. Aujourd'hui, il y a un camp qui s'oppose à cette hégémonie, et ce camp-là, on a tout fait pour le combattre. On a utilisé le mot chiite, on a utilisé d'autres slogans qu'en vérité, ils étaient autres que, sauf que l'Arabie Saoudite, comme dit Kamel, elle a financé, elle a essayé de contrer le panarabisme à l'époque prôné par monsieur Abdel Nasser d'Égypte, qui est un arabe, qui est un sunnite. Mais sauf que c'était l'ennemi de l'Arabie Saoudite à l'époque. Et là, l'Arabie Saoudite a utilisé l'étendard de l'islam, disant que l'arabité, c'était de l'athéisme, c'était vraiment contre la notion de l'islam. Et aujourd'hui, pour contrer le projet islamique iranien, elle utilise l'arabité. Mais sauf que l'arabité, ça ne l'a pas empêché de détruire le Yémen, qu'aujourd'hui, il est en train de fêter sa 1000e jour de guerre. 1000 jours. C'est-à-dire presque 3 ans à bombarder clairement cette terre de civilisation, une terre vraiment qui a connu énormément de malheur depuis des années. Merci Sofiane. Voilà, je pense qu'on a été pour le coup, en tout cas aujourd'hui complet. On sera évidemment obligé d'y revenir parce que ça évolue, parce que des déclarations qui se succèdent. Tout est en gestation. Tout est en gestation. Effectivement. Ne peut prédire l'avenir. Et voilà. Et oui, absolument. Tiens, juste dernière question, si je peux me permettre, Sofiane. Oui, est-ce que vous pensez-vous, à titre personnel, Sofiane Nardali, au vu des éléments que vous avez et de l'actualité que vous pouvez comme ça manier tous les jours, est-ce que vous pensez qu'il y a un fort risque d'explosion dans la région? Beaucoup d'analystes le prédisent, ouais, malheureusement, voilà. Mais après, Israël, est-ce qu'elle abdiquera? Je sais pas. Personnellement, moi, je fais confiance à Samahat Cheikh Hassan Nasrallah, qui est au Liban. Il dit, il n'y a pas une guerre qu'on n'a pas menée pour le moment, elle ne l'a pas emportée. Et il prédit une victoire encore de la Palestine. Il a parlé dans son dernier discours que le compte à rebours de l'État d'Israël a commencé. J'aimerais bien l'espérer, mais j'aimerais pas que ça finisse par une guerre de religion, comme veut certains messianistes, c'est-à-dire de faire un conflit religieux autre qu'un conflit de libération de territoires occupés. Merci beaucoup Sofiane. Merci beaucoup Sofiane. Et à très bientôt. Voilà, c'était Sofiane Nardali, donc intervenant dans le LGF, qui aujourd'hui est venu un peu faire le point sur cette situation au Moyen-Orient qui est en pleine gestation, vous l'avez compris, bien entendu, et on essaie d'expliquer le plus simplement possible parce que c'est vrai que c'est un petit peu complexe la situation du jour qui peut évidemment évoluer. Avant de parler de cette affaire du conseil numérique là, parce que ça a beaucoup bougé, retour sur cette semaine de polémique avec des démissions en pagaille. Là, on a appris d'ailleurs la responsable de ce conseil qui a démissionné aujourd'hui. 2 membres importants historiques ont aussi annoncé leur démission aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, 2 noms qui font l'objet de tous les regards. J'allais dire à peine nommé, aussitôt évincé, Rokhaya Diallo et le rappeur Axiom. Retour sur une semaine de polémique dans un instant. Mais on va commencer ce zapping avec l'invité de C'est à vous sur France 5, Éric Dupond-Moretti, qui a poussé un coup de gueule sur la polémique à propos du week-end de Macron à Chambord. Écoutez, il en a marre parce qu'en France, eh bien, tout est prêt à polémique selon lui. Mais qu'est-ce qu'on s'en moque? Enfin, Emmanuel Macron, il va où il veut. Il a payé. Avant-hier, c'est Hulot qui a gagné de l'argent. Hulot, il a fait rêver des tas de gamins, des centaines de milliers de gamins avec des émissions fantastiques. Et là, 7 millions d'euros de patrimoine, c'est un scandale. Et tout est... Aller visiter Chambord pour une famille française, c'est pas aller sur un yacht ou à Miami ou à... rien, mais c'est-à-dire que c'est tout est sujet... pas somptuaire, quoi. Tout est sujet à polémique. Tout. Absolument tout. Ce qui restait autrefois derrière le zinc du café du commerce, maintenant, c'est démultiplié par les réseaux sociaux. Et par les responsables politiques qui s'en saisissent. Hein. Jennifer a un sac Vuitton, c'est un scandale. Et tout est comme ça. Vous n'avez pas vu ça? Que vient faire Jennifer là-dedans? Ça, c'est pas pipeau. Elle vient de nulle part, c'est pas vrai. Hein. On l'avait pas vu venir celle-là. C'est vrai? Oui, on la voit un jour avec un sac Vuitton qui est à elle, qu'elle a pas volé, qu'elle a pas piqué à une vieille. Enfin, je l'imagine. Et ça devient un scandale. C'est un sac trop... Mais tout est comme ça.
Voilà pour Éric Dupond-Moretti, invité de France 5 de l'émission C'est à vous sur France 5, qui a d'ailleurs battu son record d'audience hier soir. Retour maintenant sur la proposition d'Emmanuel Macron lors de l'interview dimanche soir sur France 2, interrogé par Laurent Delahousse, où à propos de la Syrie, il s'est exprimé pour l'organisation d'une conférence, qui plus est une conférence de paix sur la Syrie. Eh bien, Bachar el-Assad lui a répondu sur cette proposition. Écoutez Bachar el-Assad. En ce qui concerne les Français, c'est connu. La France était le porte-drapeau du soutien au terrorisme en Syrie depuis les premiers jours. Ils ont les mains tachées du sang des Syriens et on ne considère pas qu'ils ont changé de position depuis. C'est pour cela qu'ils ne sont en mesure d'appeler à une conférence, supposée être une conférence de paix. Celui qui soutient le terrorisme n'a pas le droit de parler de paix. Réponse du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, à Bachar el-Assad. Monsieur Bachar el-Assad me semble pas vraiment en situation de pouvoir affirmer une prise de position politique tant qu'il est dépendant de la Russie et de l'Iran. Ensuite, quand on a été le premier à libérer les djihadistes de Daesh, on ne nous donne pas de leçons. Et enfin, quand on a passé son temps à massacrer son peuple, on a généralement un peu plus de discrétion. Jean-Yves Le Drian, voilà. Et puis Emmanuel Macron qui a réagi par rapport aux propos de Bachar el-Assad, qui les juge scandaleux. Il juge scandaleux donc la réponse de Bachar el-Assad. Un petit dernier truc là pour le zapping et direction l'Assemblée nationale cet après-midi. Lors de la séance de questions au gouvernement, une députée a posé une question donc au gouvernement, enfin plutôt à la ministre de la Culture, et a fait surtout référence à l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2, interrogé par Laurent Delahousse dimanche soir. C'était un véritable brouhaha. Écoutez cette question et ce moment, encore une fois, très bruyant à l'Assemblée nationale cet après-midi. La parole est maintenant à Madame Frédérique Dumas. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Le Président de la République, dans le cadre de son entretien avec Laurent Delahousse sur France 2, a souhaité que les acteurs de l'audiovisuel public s'il vous plaît, a souhaité que les acteurs de l'audiovisuel public eux-mêmes, les parlementaires qui sont très attachés à cette idée de service public et les professionnels concernés puissent participer à un grand travail de réflexion au cours de l'année 2018. Ma collègue Béatrice Piron et moi-même, dans le cadre de notre rapport pour avis, la rapporteure spéciale Marie-Ange Magne, avons pris acte que les opérateurs, dans le cadre de leur contrat d'objectifs et de moyens, avaient déjà amorcé des trajectoires de transformation, mais que face à la multiplication des contenus, des modes de diffusion, des écrans et par conséquent des usages, il était en effet temps d'accélérer cette transformation en profondeur et d'adapter notre régulation dans son ensemble. Le Président a rappelé que le sujet essentiel était bien celui de l'attractivité de l'offre et des moyens d'y avoir accès, notamment auprès des jeunes publics. Le Président a aussi rappelé qu'il s'agissait du premier budget de la culture, car c'est bien 3,8 milliards d'euros que la France consacre à son audiovisuel public. La priorité qui lui est donnée est l'une des particularités du modèle européen, puisque les Allemands y consacrent 9,5 milliards et les Anglais 7 milliards. Parce que l'audiovisuel public est au cœur de l'exception culturelle, au cœur même de l'indépendance et de la souveraineté nationale, au cœur même du pluralisme et de la liberté d'expression, c'est le cas ici d'ailleurs, donc au cœur même de la démocratie. C'est l'un des rares instruments dont nous disposons pour créer un imaginaire collectif, éduquer et réduire les fractures territoriales, culturelles et sociales. Il s'agit enfin de notre capacité à porter ce modèle dans le reste du monde. Voilà un extrait donc de cette question qui a été chamaillée durant cette question, cette députée par les députés principalement de La République En Marche, donc dans l'hémicycle cet après-midi à l'occasion de la séance de questions au gouvernement. Ainsi se termine ce zapping évidemment fourni, qu'il le sera de nouveau demain bien sûr. On va pour terminer sur ce dernier sujet que je vous propose d'évoquer avec vous au 01
01 40 33 9000 avant de passer évidemment à Libertad. Je souhaite vous parler donc de cette affaire qui a fait beaucoup de bruit et coulé beaucoup d'encre. Puisqu'il y a une semaine, le 11 décembre, on apprenait la nomination de Rokhaya Diallo, militante féministe et antiraciste, qui officie notamment dans l'émission Touche pas à mon poste en ce moment, et celle du rappeur Axiom au Conseil national du numérique. Au total, 30 membres bénévoles ont été nommés au sein de cette instance gouvernementale. Les autres noms, parmi lesquels une réalisatrice, une agricultrice et des entrepreneurs, n'ont par ailleurs pas suscité grande réaction. À l'annonce donc de la nomination de Rokhaya Diallo et Axiom, des voix se sont rapidement élevées, à droite comme à gauche. Selon le Figaro, plusieurs membres du gouvernement se seraient inquiétés de la présence de la militante antiraciste et féministe au sein du Conseil. Aucun nom est évidemment filtré dans le journal. En revanche, il y a le nom de la députée des Républicains, Valérie Boyer, qui a envoyé une lettre publique au Premier ministre dans laquelle elle appelle Rokhaya Diallo, la féministe décoloniale à qui elle reproche entre autres de considérer le voile comme un marqueur de féminité et d'avoir signé une pétition contre le soutien à Charlie Hebdo. Pour couronner le tout, même si ce n'est pas clairement évoqué dans la lettre de Boyer, Rokhaya Diallo n'a pas peur de cette notion qui fait hurler bon nombre de politiques, le racisme d'État. Concernant Axiom, la députée des Républicains fait ce que les politiques font de mieux lorsqu'ils s'en prennent aux rappeurs, extraire des phrases de l'un de leurs textes. En l'occurrence, celui-là date de 2006. Je m'appelle Hicham, pas Stéphane, voilà qui dérange les porcs. Conception de la démocratie. Les deux principaux intéressés ont répondu évidemment sur Twitter. Je n'ai pas le droit de collaborer avec les institutions de mon propre pays parce que j'ose dire publiquement qu'elles sont imparfaites. Quelle étrange conception de la démocratie, a réagi Rokhaya Diallo. De son côté, Axiom a indiqué avoir demandé à son avocat de donner au courrier de la députée Boyer la suite judiciaire qu'il mérite. 2 jours plus tard, le secrétaire d'État au numérique rétropédale et demande finalement le départ de ces deux personnes, ardent du fait que le Conseil du numérique a besoin de sérénité pour travailler. Dans un communiqué, Mounir Majoubi dit avoir demandé à Marie Eklund, qui se trouvait à la tête du Conseil national du numérique et qui a donc choisi les membres de cet organe, de proposer une nouvelle composition de son équipe, nouvelle proposition qui doit d'ailleurs être annoncée cette semaine. Une décision qui a, sans surprise, été saluée par Manuel Valls, qui a trouvé sur Twitter normal que le gouvernement évince Rokhaya Diallo. Pendant ce temps, les internautes se mobilisent et signent une pétition via le site changepas.org pour dénoncer l'éviction de la militante et du rappeur. Près de 5000 signatures ont été recueillies en quelques jours. Signalons et pour finir que dans cette affaire, que pour dénoncer cette décision, eh bien, la responsable donc de ce conseil, Marie Eklund, qui se trouvait à la tête donc du Conseil national du numérique et qui a donc, je le rappelle, choisi les membres de son équipe, Rokhaya Diallo et Axiom entre autres, a démissionné pour dénoncer donc cette décision de la part du gouvernement. Et 2 autres personnalités de ce conseil ont annoncé également et à leur tour cette décision de quitter le navire et annoncer donc leur démission. Voilà pour cette affaire et cette semaine finalement de polémique autour de cette affaire, de cette nomination de Rokhaya Diallo et de Axiom, qui, à peine arrivés, sont tout de suite repartis. Alors évidemment, je le disais tout à l'heure, salué par l'excellent Manuel Valls, qui n'en finit pas, bien sûr, de saisir la moindre occasion pour tweeter, pour essayer peut-être d'obtenir un poste, qui sait. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir aux auditeurs et à tout le monde, bien évidemment, c'est Kamel au téléphone. Oui, on vous a reconnu, oui. Ouais, alors je voudrais tout simplement dire que moi j'ai beaucoup apprécié à la fois les interventions de tout à l'heure et celle de Sofiane notamment, mais également les contradicteurs et tous ceux qui effectivement nous amènent à réfléchir. Nous amènent à réfléchir sur ces conflits que nous connaissons, que ce soit la Palestine, mais pas que ça. Ça nous amène à réfléchir au travers de la clairvoyance de leurs propos, où ce que nous en sommes. Où en sommes-nous les uns et les autres? Et quand vous passez la publicité d'inscription sur les listes électorales, je crois qu'on touche du doigt véritablement le véritable problème. Vous voyez, si nous voulons peser, il faut s'unir, il faut voter, il faut agir. Et ce qui vient de se produire en parlant de Rokhaya Diallo, ça fait partie de ça. Ce qui est très intéressant, parce que je vais quand même positiver, si tu me permets vraiment 20 secondes, je vais positiver. Il faut que chacun d'entre nous retienne, bien évidemment, que dans cette turbulence, eh bien, il en sort quelque chose. Il en sort quoi? Tout simplement à ce que les uns et les autres se révèlent comme ils sont véritablement. À vous de noter, à vous de voir avec qui nous devons faire et ne pas faire, et bien évidemment,
rester éveillé. Et rester éveillé, eh bien, c'est-à-dire de lire, bien évidemment, de parcourir, de chercher et de se battre et de s'unir, bien évidemment. C'était le message que je voulais passer. C'est passé. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, moi, m'a ravi. Et cette clairvoyance, moi, me fait espérer. Merci à vous tous. Merci Kamel, merci à vous. Allez, dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. Je vous rappelle cependant la question à laquelle vous pouvez continuer de répondre, bien sûr, que ce soit sur Facebook France Maghreb 2 ou sur Twitter LGF officiel. 7 ans après sa révolution, la Tunisie est-elle un modèle pour le monde arabe? Vous répondez à cette question et pour l'heure, vous êtes en majorité à dire non, que ce n'est pas un modèle. 79% sur Facebook, 77% sur Twitter à penser que non, la Tunisie n'est pas un modèle 7 ans après sa révolution pour le monde arabe. Dans un instant donc, Libertad 01 40 33 9000, à tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 pour cette dernière partie consacrée à vos appels avec Libertad 01 40 33 9000 pour nous appeler, pour nous dire ce que vous voulez, évidemment réagir à ce que vous avez peut-être entendu dans l'émission. Nous donner une autre information, par exemple nous faire part d'une manifestation qui se déroulerait près de chez vous. Profitez de cet instant, de cet espace pour relayer un certain nombre d'informations. France Maghreb 2, bonsoir. Salut, c'est Youssef. Salut Youssef, il nous appelle d'où Youssef? Français. Bienvenue à toi Youssef, qu'est-ce qui se passe? Hier, il y a le président Macron qui écoutait les infos, il dit il est hostile à l'immigration et tout. Mais c'est du cinéma tout ça. Dans le même temps, il a dit qu'il y a 3000 migrants en provenance de Tchad et du Niger qui vont venir en France. Oui, ça s'appelle de l'immigration choisie. Voilà. C'est la seule solution pour mettre fin à l'immigration, c'est le président hongrois. Il a fermé les frontières, il n'y a plus un migrant chez lui. C'est lui qui a compris en fait. Lui et Trump, c'est les patrons. Ils ont fermé les frontières, voilà. Tu considères que c'est une bonne chose de fermer les frontières? Bien sûr. Très bien. Il faut aider la population locale avant d'aider la misère du monde. Très bien. Merci pour ton avis en tout cas, tu l'as donné. À très bientôt du côté de Drancy en région parisienne. 01 40 33 9000, c'est Libertad évidemment, chacun peut s'exprimer, on peut ne pas être du même avis, mais le moindre des choses c'est de se respecter, bien entendu. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir, c'est Massoud, Christophe, voilà. Bonsoir Massoud, vous nous appelez d'où chez Massoud? De Paris. De Paris, qu'est-ce qui se passe Massoud? Voilà, je voulais vous dire que M. Daoud, quand aujourd'hui il a parlé avec Sofiane, il a dit il n'y a pas les députés de confession sunnite en République islamique en Iran, il y en a 21 députés. Oui, Sofiane l'a contredit. Oui, il y en a 21 députés et il y a des millions de sunnites de tous les côtés de l'Iran. Et extrême majorité des chiites sunnites sont des frères, ils sont très amis. S'il y a par hasard quelqu'un extrême qui peut parler contre X ou Y de calife et tout, ça va être peut-être comme le pensée de M. Daoud qui dit que les chiites sont des gens de fitna. Et malheureusement, comme ici, chez les confessions sunnites, il y a des gens qui supportent Daesh et ils pensent exactement comme Daesh. Chez eux aussi, ça peut exister, mais vraiment minorité. Bon, de là à dire qu'ils pensent comme Daesh, c'est peut-être un peu excessif, mais bon. Merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas les fitna, il n'y a pas les chiites et les sunnites, sont tous des musulmans et exact. Depuis les siècles. Absolument. Ouais. Et le père, il est contre les pères, c'est contre les personnes à chaque fois qu'il l'appelle. Il parle de ça, les grandes extrêmes civilisations de islam et musulmans aussi, c'était sur le dos de Perse qu'ils sont rapportés jusqu'à aujourd'hui, et ils sont aussi présents en première ligne où il y a les intérêts des musulmans que sunnites en plus que depuis 40 ans. Les Iraniens, ils souffrent, ils sont restés tout seuls, presque tout seuls. Merci Massoud, merci beaucoup pour votre avis. En réaction donc à ce que nous a dit tout à l'heure donc Daoud qui a été contredit d'ailleurs par Sofiane. 01 40 33 9000 France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel s'il vous plaît. Moustapha Amiens. Salut Moustapha Amiens, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Qu'est-ce qui se passe Moustapha? Moi j'appelle par rapport au sujet de l'immigration, je comprends pas pourquoi il est tolérable que les Français quittent leur pays pour pas payer d'impôts et qu'il y en a qui quittent leur pays pour faire la guerre et on les accepte pas. Ouais, bonne réflexion Moustapha, c'est vrai. Oui, donc c'est normal que les gens quittent leur pays pour pas payer d'impôts, mais ceux qui fuient la guerre, c'est pas normal. Ouais. Merci Moustapha, merci pour cette réflexion
qu'il a posé sur la table. Voilà, ce soir. 01 40 33 9000 pour vous exprimer en toute liberté dans cette émission, en respectant évidemment les règles d'usage que vous connaissez, hein, bien entendu. 01 40 33 9000, où que vous soyez, Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, partout en France. Et je vous invite d'ailleurs, petit conseil au passage, à télécharger l'appli France Maghreb 2, ainsi vous pourrez rester connecté quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, j'ai envie de dire. France Maghreb 2, bonsoir. Merci, bonne soirée à vous. Alhamdoulilah. 01 40 33 9000. Hein, je sais que la digestion peut parfois être difficile chez certains. 01 40 33 9000 pour vous exprimer, bien sûr. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Madani de Paris. Bonsoir Madani, bienvenue à vous. Ça va, vous allez bien? Impeccable Madani, je vous écoute. Je voulais juste intervenir par rapport à la personne d'avant qui parlait de l'Iran. Oui. C'est vrai qu'il y a pas, on voit pas beaucoup d'extrémistes qui viennent d'Iran, mais on voit quand même pas mal en Irak qui ont une position assez extrême sur les sunnites. Mais je pense qu'il faut pas réduire à ça parce qu'il y a quand même une entente qu'on voit au quotidien, les gens vivent ensemble. Il n'y a pas de problème particulier. Ce problème-là, il est venu avec la guerre d'Irak en 2003. On l'avait apparaître à ce moment-là, donc ça n'existait pas avant. Ça avait même pas. Enfin, moi personnellement, je faisais pas de différence entre les musulmans. Les chiites comme les sunnites, c'était pareil pour moi. On était uniques. Notamment, on était tous partisans du Hezbollah, de ses actions. On était fiers de ce qu'ils avaient fait, notamment en 2006. Tout ça, ça vient de la propagande, malheureusement, des Saoudiens qui essayent de servir leurs amis américains et israéliens dans la politique, la géopolitique au Moyen-Orient. Merci Madani, merci pour votre avis. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pareillement, à très bientôt. Apparemment, MBS se serait acheté un bien le plus cher au monde, hein, en France d'ailleurs. J'ai vu ça dans la presse. 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir chère madame, quel est votre prénom? Oui, c'est Nora de Paris. Bonsoir Nora, qu'est-ce qui se passe Nora? En fait, je voulais vous parler par rapport à la jeune femme là, Diallo. Rokhaya Diallo, oui. Voilà, pardon, Rokhaya Diallo. Vous savez, le racisme, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, elle le dénonce depuis de nombreuses années d'ailleurs, hein, le racisme d'État, elle l'appelle. Oui, mais c'est une guerre perdue d'avance. Vous savez, le racisme, c'est au quotidien, c'est bon. Et puis il y a le racisme aussi qu'on oublie, c'est le vrai racisme aussi, c'est le racisme social, c'est-à-dire les pauvres ou les riches. Oui, effectivement. Voilà. Qui a tendance à se creuser d'ailleurs pour. Voilà, le racisme des classes sociales. Hein. Vous savez, c'est aussi le vrai racisme qu'on oublie souvent, mais bon. Voilà. Merci Nora et une bonne soirée, je vous souhaite. Bonne fin de journée à vous. À très bientôt. Merci à tous de votre fidélité. On est de retour évidemment dès demain 16h. Restez bien connectés et ainsi aux réseaux sociaux. On continue d'alimenter Facebook France Maghreb 2, Twitter @GF officiel et à demain 16h sur France Maghreb 2. Restez bien à l'écoute de votre radio. Il est exactement à Paris et comme partout ailleurs en France d'ailleurs. 18h, l'heure de faire un rappel de l'actualité de ce mardi soir avec le flash de Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. À Millas, après la mort de 6 collégiens, le procureur de la République de Marseille s'est exprimé à Perpignan. La reconstitution de l'accident où un car scolaire a été percuté par un train jeudi a eu lieu ce matin. Elle a duré 1h30. Un car identique a emprunté à plusieurs reprises le chemin pris par la conductrice, traversant le passage à niveau où aucun train ne circulait ce matin. Plusieurs enquêteurs avaient pris place dans le car avec notamment une caméra pour reconstituer le champ de vision de la conductrice. Un drone a également effectué des prises de vue. La garde à vue de Nordal-Lelandais a été prolongée de 24 heures. Déjà mis en examen pour le meurtre et l'enlèvement de la petite Maëlys en Isère fin août. L'homme est cette fois entendu dans une autre affaire de disparition, celle d'un militaire de 24 ans à Chambéry en avril dernier. 800 agriculteurs, selon les organisateurs, ont manifesté ce matin dans la cour du Louvre à Paris contre les inégalités dont ils s'estiment victimes au niveau européen. Les manifestants avaient choisi symboliquement l'endroit où Emmanuel Macron a fêté sa victoire à la présidentielle en mai dernier. Emmanuel Macron, le chef de l'État, juge inacceptable les critiques prononcées hier par le président syrien Bachar el-Assad. Il accuse la France de soutien au terrorisme en référence au soutien apporté par Paris
pays aux rebelles qui luttent contre le régime de Damas et que le pouvoir syrien qualifie de terroristes. Pour Emmanuel Macron, le seul ennemi commun, c'est Daesh. Une enquête préliminaire pour détournement de biens publics a été ouverte contre Brice Hortefeux. Il est soupçonné d'avoir fait transporter des membres de sa famille par le chauffeur dont il dispose en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur. Sport et beau résultat pour la skieuse française Tessa Worley qui a décroché la 2e place du slalom géant de Courchevel cet après-midi. Seulement 6e à l'issue de la première manche, elle a réalisé le meilleur temps de la seconde pour remonter sur le podium, son meilleur résultat cette saison. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.